Aspirateur. L'aspirateur, outil incontournable du ménage moderne, possède une histoire fascinante qui débute au milieu du XIXe siècle. Avant l'arrivée des machines électriques, on utilisait des moyens manuels comme les balais, les brosses et les batteurs à tapis pour éliminer poussière et débris. L'idée d'un dispositif mécanique d'aide au nettoyage émergea durant l'ère industrielle, quand l'innovation technique commença à transformer les tâches quotidiennes. Les premiers aspirateurs n'étaient pas motorisés. Ils fonctionnaient grâce à des mécanismes manuels générant une aspiration sommaire. Peu pratiques et coûteux, ces modèles rudimentaires restaient réservés aux classes aisées. Un tournant décisif survint en 1901, quand l'ingénieur britannique Hubert Cecil Booth présenta l'un des premiers aspirateurs électriques. Son modèle, surnommé le Puffing Billy, était si imposant qu'il restait à l'extérieur de la maison, tiré par des chevaux. Il utilisait un moteur à essence pour créer l'aspiration, et de longs tuyaux passaient par les fenêtres pour nettoyer les intérieurs. Cette innovation marqua le début d'une nouvelle ère pour l'entretien domestique. Pendant ce temps, aux États-Unis, James Murray Spangler, un concierge de l'Ohio, inventa en 1907 un aspirateur électrique plus compact, composé d'un moteur de ventilateur, d'une boîte à savon et d'une tête d'oreiller pour recueillir la poussière. Il vendit ensuite son brevet à William Hoover. Ce dernier allait donner son nom à une marque emblématique, synonyme d'aspirateur durant tout le XXe siècle. Avec la généralisation de l'électricité dans les foyers, les aspirateurs sont rapidement passés des modèles industriels aux versions destinées aux particuliers. La société Hoover joua un rôle majeur dans leur popularisation, grâce à une conception efficace et un marketing convaincant. Les premiers modèles domestiques étaient robustes, fiables et utilisaient des sacs jetables, ce qui rendait le nettoyage plus hygiénique. Ces innovations transformèrent en profondeur l'entretien des habitations, surtout dans les zones urbaines où propreté et modernité étaient de plus en plus associées. Durant tout le XXe siècle, la technologie des aspirateurs n'a cessé de progresser. Les modèles sont devenus plus légers, performants et accessibles. L'ajout de brosses rotatives, de tuyaux extensibles et d'accessoires spécialisés a multiplié les usages. Le boom économique d'après-guerre accéléra l'adoption des aspirateurs par les foyers de classe moyenne. Une concurrence féroce entre fabricants stimula l'apparition de nouvelles fonctionnalités comme l'aspiration réglable, des moteurs silencieux ou des systèmes de filtration avancés. La publicité télévisée joua un rôle crucial dans l'essor de ces appareils, qui devinrent vite des symboles de confort et de progrès domestique. Dans la seconde moitié du siècle, les modèles sans sac se sont popularisés. L'un des tournants majeurs fut l'introduction de la technologie cyclonique par James Dyson. Ces aspirateurs, innovants, éliminaient le besoin de sac tout en maintenant une aspiration constante, révolutionnant à nouveau le secteur. Le début des années 2000 vit l'apparition des aspirateurs robots comme le Roomba, capables d'effectuer un nettoyage autonome, programmable et contrôlable à distance. Équipés de capteurs, de cartographie et d'intelligence artificielle, ces appareils peuvent naviguer aisément dans un intérieur et s'adapter à différents types de surfaces. Les aspirateurs contemporains conjuguent efficacité, confort et durabilité. Les modèles sans fil dotés de batteries lithium-ion permettent une grande liberté de mouvement. Les filtres EPA avancés capturent les allergènes et particules fines, améliorant la qualité de l'air intérieur. Certains modèles offrent aussi une fonction de lavage des sols, très appréciée dans les régions à revêtement dur. Les préoccupations écologiques influencent également leur conception, réduction de la consommation d'énergie, intégration de matériaux recyclables et durée de vie accrue. L'évolution des aspirateurs, de la machine à essence tirée par des chevaux aux robots autonomes pilotés par intelligence artificielle, incarne une quête constante d'efficacité et de confort. Cet objet du quotidien reflète l'ingéniosité humaine, capable de transformer une tâche ménagère en expérience technologique. À l'avenir, les aspirateurs continueront probablement à évoluer, intégrant des sources d'énergie durables
et des technologies de plus en plus intelligentes. Ils conserveront ainsi leur rôle central dans la maison moderne, à la croisée du bien-être, de la propreté et de l'innovation. Climatisation. La climatisation est une avancée technologique majeure ayant profondément influencé le confort humain et le progrès industriel au cours du dernier siècle. L'idée de contrôler la température intérieure et la qualité de l'air remonte aux civilisations antiques, où des méthodes rudimentaires étaient utilisées pour rafraîchir les habitations. En Égypte ancienne, des roseaux suspendus aux fenêtres étaient humidifiés pour refroidir l'air entrant par évaporation. Chez les Romains, des aqueducs permettaient la circulation d'eau à travers les murs de certaines maisons, abaissant la température ambiante. Ces pratiques ont posé les bases des systèmes modernes. Le véritable essor de la climatisation moderne date du début du XXe siècle. En 1902, l'ingénieur américain Willis Haviland Carrier invente le premier climatiseur électrique pour réguler l'humidité dans une imprimerie de Brooklyn, à New York. Ce système, en refroidissant l'air via des serpentins d'eau froide, améliore la qualité des impressions et marque le début de la climatisation industrielle. L'innovation de Carrier est ensuite adoptée dans d'autres secteurs comme le textile et la photographie, où le contrôle de l'humidité est essentiel. Avec les progrès technologiques, la climatisation s'est étendue des usages industriels aux espaces résidentiels et commerciaux. Dès les années 1920-1930, les cinémas furent parmi les premiers lieux publics à adopter la climatisation, attirant un public désireux d'échapper à la chaleur estivale. Ce phénomène a favorisé l'essor des grandes productions d'été et modifié les habitudes culturelles. Dans les années 1950, les améliorations des compresseurs et des réfrigérants ont permis la production de climatiseurs de fenêtres abordables, accessibles à la classe moyenne américaine. Cela a profondément influencé les modes de vie et favorisé un boom démographique dans les régions chaudes comme le sud et le sud-ouest des États-Unis. La généralisation de la climatisation a transformé l'architecture et l'urbanisme. Avant, les bâtiments étaient conçus pour maximiser la ventilation naturelle, avec de hauts plafonds, grandes fenêtres et vérandas. La climatisation a permis la conception de structures fermées, offrant une plus grande flexibilité d'aménagement. Elle a rendu possible la prolifération de gratte-ciel, centres commerciaux et complexes de bureaux dans les climats chauds, redéfinissant les paysages urbains et soutenant une productivité constante toute l'année. Cette révolution architecturale s'est répandue mondialement, rendant la climatisation incontournable dans les bâtiments commerciaux, hôpitaux et écoles. En parallèle, elle a facilité des avancées scientifiques et technologiques majeures. Les laboratoires, centres de données et salles blanches nécessitent des environnements précisément contrôlés pour fonctionner de manière optimale. Les systèmes modernes de climatisation assurent des conditions stables pour les expériences sensibles et les infrastructures critiques, dans des domaines comme l'aérospatiale ou la pharmacie. Dans les régions au climat extrême, elles contribuent à protéger la santé publique en prévenant les maladies liées à la chaleur et en créant des environnements sûrs pour les populations vulnérables. Cependant, la climatisation présente des défis, notamment sur le plan énergétique et environnemental. Les systèmes traditionnels consomment beaucoup d'électricité et utilisent des réfrigérants nocifs, contribuant aux émissions de gaz à effet de serre et à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Face à ces enjeux, un mouvement mondial promeut des alternatives durables. Conception éco-énergétique, réfrigérants écologiques et technologies intelligentes pour optimiser l'usage. Les réglementations internationales visent à encadrer le développement de systèmes de refroidissement responsables, réduisant l'impact environnemental tout en maintenant confort et productivité. Aujourd'hui, la climatisation est devenue bien plus qu'un symbole de modernité. C'est une nécessité dans de nombreuses régions touchées par la hausse des températures dues au changement climatique. La demande croissante stimule l'innovation, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en développement. Elle favorise l'émergence de solutions comme les climatiseurs solaires,
les réseaux de froid urbain et les systèmes intégrés de gestion des bâtiments. Avec l'évolution du climat, son rôle deviendra encore plus crucial pour garantir non seulement le confort, mais aussi la résilience face aux aléas environnementaux. Réfrigérateurs et congélateurs. Le réfrigérateur et le congélateur sont parmi les appareils électroménagers les plus importants jamais créés. Ils ont radicalement transformé la manière dont les gens conservent les aliments, préservent leur fraîcheur et organisent leur quotidien. Avant leur invention, la conservation reposait sur des méthodes comme le salage, le séchage, la fermentation, le fumage et le marinage. Bien que relativement efficaces, ces techniques modifiaient souvent le goût et réduisaient la valeur nutritionnelle des aliments. Dans les climats chauds, éviter la détérioration des denrées était un défi constant pour la santé et la nutrition. La recherche de solutions plus efficaces mena à la réfrigération, un tournant dans les pratiques alimentaires. Le refroidissement artificiel existait depuis l'Antiquité. Les civilisations stockaient glace et neige dans des fosses souterraines ou des bâtiments isolés. Au XVIIIe et XIXe siècle, la glacière est devenue courante en Europe et en Amérique du Nord. Ces conteneurs en bois, doublés de métal et isolés avec du liège ou de l'acier, utilisaient des blocs de glace pour garder les aliments frais. Toutefois, ils dépendaient d'un approvisionnement régulier en glace naturelle et nécessitaient une vidange fréquente. Avec l'urbanisation croissante et la demande accrue en produits frais, une méthode de réfrigération autonome devint essentielle. La réfrigération mécanique est apparue au milieu du XIXe siècle, grâce à des inventeurs comme Jacob Perkins et James Harrison. Ils ont mis au point des systèmes exploitant la compression de vapeur pour produire du froid. Ces machines furent d'abord utilisées dans les brasseries et les usines de conditionnement de viande. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la technologie a été adaptée à un usage domestique. En 1913, le premier réfrigérateur électrique domestique fut lancé aux États-Unis. Bien qu'onéreux et encombrant, il représentait une avancée majeure. Rapidement, les modèles devinrent plus compacts, silencieux et efficaces, favorisant leur adoption par les ménages. Par la suite, le congélateur fit son apparition. Permettant une conservation longue durée à basse température, il fut d'abord utilisé dans les cuisines professionnelles avant d'être intégré au réfrigérateur ou conçu comme appareil autonome. Dans les années 1940 et 1950, les modèles combinés réfrigérateur-congélateur se sont généralisés. Cela permit de conserver viande, légumes et restes plus longtemps, réduisant le gaspillage alimentaire et offrant une meilleure flexibilité dans la planification des repas. Le développement des produits surgelés s'en est trouvé stimulé, modifiant les habitudes d'achat et contribuant à la croissance d'un secteur agroalimentaire florissant. Durant le boom économique d'après-guerre, ces appareils ont connu une adoption massive. Les fabricants introduisirent des innovations telles que le dégivrage automatique, les étagères réglables, des compartiments de porte et des commandes de température améliorées. Ces ajouts ont rendu les réfrigérateurs plus pratiques et hygiéniques. Dès les années 1960, le réfrigérateur devint un élément standard dans les cuisines des pays industrialisés. La baisse des prix et l'essor de la production de masse les ont rendus accessibles dans les zones rurales et les pays en développement. Face aux enjeux environnementaux, l'industrie a innové sur le plan énergétique et écologique. Les premiers modèles utilisaient des substances comme l'ammoniac, puis les CFC, néfastes pour la couche d'ozone. Avec la prise de conscience croissante, des réfrigérants plus sûrs comme les HFC ont été adoptés. La consommation énergétique a diminué grâce à une meilleure isolation, des compresseurs perfectionnés et une fabrication éco-responsable. Les modèles modernes intègrent souvent des commandes numériques, la technologie inverteur et des fonctions intelligentes, permettant un réglage et une surveillance à distance. L'impact mondial de ces appareils est immense. Ils ont révolutionné la conservation alimentaire, permis une meilleure nutrition et facilité le commerce mondial des produits périssables. Ils ont réduit la fréquence des courses, optimisé la gestion du temps familial et permis le stockage de médicaments, vaccins et autres fournitures sensibles.
Dans les zones à infrastructure limitée, les unités solaires ont représenté une avancée majeure, notamment en matière de santé publique et de sécurité alimentaire. L'évolution des glacières vers des réfrigérateurs intelligents et durables illustre l'ingéniosité humaine. Autrefois objets de luxe, ces appareils sont devenus indispensables au quotidien. Leur développement incarne les progrès de l'industrie, de la technologie et de la société. En constante évolution, ils continueront de jouer un rôle central dans l'alimentation, la santé et le bien-être mondial. Moteur à combustion. Le moteur à combustion est l'une des inventions les plus marquantes de l'histoire de la technologie, jouant un rôle essentiel dans le progrès des transports, de l'industrie manufacturière et de la vie quotidienne. Avant son apparition, les sociétés dépendaient de la force humaine et animale, ainsi que des roues hydrauliques et moulins à vent pour produire de l'énergie. Durant la révolution industrielle, les machines à vapeur ont dominé, marquant un tournant mécanique important. Toutefois, elles étaient encombrantes, lentes à démarrer et nécessitaient une surveillance constante. Le besoin d'une source d'énergie plus efficace et autonome a conduit à l'émergence du moteur à combustion qui allait transformer le rythme et l'échelle du progrès humain. Le moteur à combustion interne fonctionne en enflammant un mélange d'air et de carburant dans un cylindre fermé. Cette combustion rapide génère une expansion de gaz qui pousse un piston, lequel transmet un mouvement mécanique à un vilebrequin. Contrairement à la machine à vapeur, il ne dépend pas de source de chaleur externe. L'idée de combustion interne a été explorée dès le XVIIe siècle, mais les avancées techniques nécessaires n'ont permis la réalisation de modèles pratiques qu'au XIXe siècle, avec le progrès de la métallurgie et de la chimie. L'un des premiers moteurs à combustion efficace a été créé par Étienne Lenoir en 1860. Alimenté au gaz d'éclairage, son moteur fonctionnait selon un cycle à 2 temps. Bien qu'inefficace, il a démontré que l'on pouvait produire du mouvement par combustion dans un cylindre fermé. En 1876, Nicolaus Otto a perfectionné ce concept en introduisant le moteur à 4 temps, ou cycle d'Otto, devenu la base des moteurs modernes. Son système offrait une meilleure efficacité et une puissance régulière, facilitant son adoption dans diverses machines. À mesure que la technologie évoluait, les ingénieurs ont amélioré les performances et la fiabilité. En 1885, Carl Benz a construit la première automobile propulsée par un moteur à combustion interne. Ce véhicule compact combinait moteur et châssis léger, le rendant adapté au transport individuel. Cette innovation a marqué la naissance de l'industrie automobile. Parallèlement, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach ont conçu des moteurs pour voitures, bateaux et motos, démontrant la polyvalence du moteur à combustion et son potentiel à transformer la vie quotidienne. Au début du XXe siècle, les moteurs à combustion ont connu un essor important. La production en série lancée par Henry Ford a rendu les automobiles accessibles à un plus grand nombre, démocratisant ainsi la mobilité. Les moteurs à essence ont été adaptés pour divers usages: camions, bus, motos, avions et équipements agricoles. Leur compacité et leur rapport puissance-poids élevé les rendaient idéaux pour de nombreuses applications. Le moteur à combustion a aussi permis des avancées militaires, rendant possibles les chars, avions et navires utilisés pendant les conflits mondiaux. Son impact sur l'économie, l'urbanisation, le commerce et les communications a été considérable. Alors que les moteurs à essence dominaient, les moteurs diesel ont gagné en importance pour les usages lourds. Inventé par Rudolf Diesel dans les années 1890, ce moteur fonctionnait à des taux de compression plus élevés, avec une meilleure efficacité énergétique. Il s'est imposé dans le transport de marchandises, la propulsion navale et la production électrique. Des innovations comme l'injection directe, les turbocompresseurs et la gestion électronique ont encore amélioré ses performances, réduisant la consommation et les émissions. Cependant, les moteurs à combustion soulèvent des préoccupations environnementales, notamment à cause des émissions de gaz polluants.
La prise de conscience croissante des effets de la pollution et du changement climatique a incité à développer des solutions plus propres. Les convertisseurs catalytiques, les carburants alternatifs et les motorisations hybrides ont été introduits pour limiter les impacts négatifs. Aujourd'hui, une transition vers les moteurs électriques et les piles à hydrogène est en cours. Mais les moteurs à combustion demeurent omniprésents grâce à leur adaptabilité et aux infrastructures existantes. L'histoire du moteur à combustion illustre comment l'innovation technologique peut bouleverser les sociétés. Il a facilité la mobilité, accéléré la production et soutenu la croissance économique mondiale. Même si l'avenir énergétique s'oriente vers des alternatives plus durables, l'héritage du moteur à combustion reste profondément enraciné dans le développement de la civilisation moderne. Son invention témoigne de l'ingéniosité humaine et de la quête constante d'amélioration. L'énergie nucléaire est l'une des formes d'énergie les plus puissantes et complexes jamais exploitées par l'humanité. Elle offre un potentiel immense, tout en présentant des défis considérables. Son développement est étroitement lié aux avancées scientifiques du XXe siècle et a fortement influencé la production d'électricité et la géopolitique mondiale. Contrairement aux énergies fossiles comme le charbon ou le gaz, l'énergie nucléaire provient de la fission atomique, un phénomène autrefois théorique devenu fondement d'une industrie énergétique majeure. Le principe repose sur le fait que les noyaux d'atomes contiennent une énergie colossale. Au début du XXe siècle, des scientifiques comme Ernest Rutherford et Niels Bohr ont amélioré notre compréhension de l'atome. En 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrirent la fission nucléaire. Lise Meitner et Otto Frisch expliquèrent ce phénomène, révélant qu'il pouvait produire une réaction en chaîne si les neutrons libérés déclenchaient d'autres fissions. Cette compréhension marqua un tournant fondamental dans la physique nucléaire. Les implications furent rapidement perçues. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette découverte mena au projet Manhattan aux États-Unis et à la création des premières armes nucléaires. Si ces bombes ont démontré la puissance destructrice de la fission, l'après-guerre vit naître une volonté d'en faire un usage pacifique. Les gouvernements et les scientifiques commencèrent à envisager la production d'électricité à grande échelle, lançant ainsi l'ère de l'énergie nucléaire civile. La première production d'électricité par l'énergie nucléaire eut lieu en 1951 dans l'Idaho, États-Unis, où un petit réacteur expérimental alimenta quelques ampoules. En 1954, l'Union soviétique mit en service à Obninsk la première centrale nucléaire connectée à un réseau. Rapidement, d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France suivirent, amorçant une expansion rapide de l'énergie nucléaire civile. Le principe de fonctionnement est relativement simple. La fission des noyaux d'uranium-235 génère de la chaleur, qui produit de la vapeur, laquelle fait tourner des turbines génératrices d'électricité. Ce procédé est extrêmement efficace. Une petite quantité de combustible produit une grande quantité d'énergie. L'un des principaux avantages de cette technologie est qu'elle n'émet pas de dioxyde de carbone pendant son fonctionnement, ce qui en fait une option intéressante pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Mais cette énergie puissante n'est pas sans risque. Des accidents comme celui de Three Mile Island, 1979, de Tchernobyl, 1986, et de Fukushima, 2011, ont profondément marqué l'opinion publique et soulevé des questions fondamentales sur la sûreté des installations nucléaires. Ces événements, bien que rares, ont mis en lumière l'importance cruciale de normes de sécurité rigoureuses, de technologies fiables et d'une gestion des crises efficace. Ils ont également contribué à freiner le développement nucléaire dans plusieurs pays. Un autre défi majeur réside dans la gestion des déchets radioactifs. Le combustible usé demeure dangereux pendant des milliers d'années. Des solutions comme les dépôts géologiques profonds ou le retraitement sont à l'étude, mais la question du stockage sûr et durable reste un sujet sensible. Malgré cela, l'énergie nucléaire continue de jouer un rôle significatif dans de nombreux pays cherchant à diversifier leur mix énergétique.
Face aux préoccupations de sécurité et aux limites des modèles actuels, des innovations voient le jour. Les petits réacteurs modulaires, SMR, promettent une plus grande flexibilité, une meilleure sécurité et une réduction des coûts. Le thorium est également envisagé comme une alternative au combustible traditionnel, car il génère moins de déchets. Par ailleurs, l'intérêt pour la fusion nucléaire, qui consiste à fusionner les noyaux au lieu de les diviser, s'intensifie. Si cette technologie reste expérimentale, elle pourrait révolutionner l'énergie en offrant une source presque illimitée et propre. L'histoire de l'énergie nucléaire est marquée par des réussites scientifiques remarquables, des controverses, mais aussi une promesse durable. Depuis les premières découvertes en physique atomique jusqu'à la production industrielle d'électricité, cette forme d'énergie a façonné notre monde moderne. Alors que les enjeux climatiques et énergétiques s'intensifient, l'énergie nucléaire continue d'alimenter le débat. Peut-elle répondre aux besoins croissants en énergie de manière sûre, durable et responsable? L'avenir énergétique mondial pourrait bien dépendre des réponses que nous donnerons à cette question. Smartphone. Le smartphone est l'une des inventions les plus transformatrices du XXIe siècle. Il a révolutionné la manière dont les gens communiquent, accèdent à l'information et interagissent avec le monde. Son évolution repose sur des décennies de progrès dans les domaines des télécommunications, de l'informatique, du développement logiciel et de l'électronique. Avant les smartphones modernes, les téléphones servaient uniquement à la communication vocale. L'arrivée des téléphones mobiles a permis une communication sans fil, indépendante des lignes fixes. Ces premiers modèles étaient encombrants, coûteux et limités en fonctionnalité, mais ils ont jeté les bases des avancées futures. L'idée de fusionner communication et informatique est apparue à la fin du XXe siècle. En 1992, IBM a lancé le Simon Personal Communicator, souvent considéré comme le premier smartphone. Doté d'un écran tactile, il permettait de passer des appels, d'envoyer des emails et des fax, et d'organiser des tâches. Malgré sa courte carrière commerciale, il introduisait le concept d'un appareil portable polyvalent. Avec les progrès des réseaux cellulaires et la miniaturisation des composants, il devenait possible d'envisager des appareils multifonctions plus compacts. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, des marques comme Nokia, BlackBerry et Palm ont lancé des appareils intégrant messagerie, calendrier, accès web et autres fonctions numériques. BlackBerry s'est imposé dans le monde professionnel grâce à sa messagerie sécurisée et son clavier physique. Ces dispositifs étaient vus comme avancés, mais restaient destinés à un public ciblé. Les fonctionnalités multimédia et la navigation Internet y étaient encore limitées. Un tournant majeur s'est produit en 2007 lorsque Apple a lancé le iPhone. Cet appareil combinait design élégant, interface tactile intuitive et navigateur web complet. Il redéfinit les attentes autour des téléphones mobiles, devenant un véritable compagnon numérique. En 2008, Apple lance l'App Store, permettant aux développeurs de créer une grande variété d'applications. Cela transforma le smartphone en une plateforme de divertissement, de productivité, de navigation et plus encore. Rapidement, Google a lancé Android, un système d'exploitation mobile open source qui permit à divers fabricants de produire leurs propres smartphones. Cette démocratisation accéléra l'adoption mondiale de ces appareils. Disponibles dans toutes les gammes de prix, la concurrence entre iOS et Android stimula l'innovation, améliorant continuellement le matériel et les logiciels. Des fonctionnalités comme les caméras haute résolution, le GPS, les capteurs biométriques, la reconnaissance faciale et les assistants vocaux sont devenues courantes, augmentant l'attrait et l'utilité des smartphones. Les smartphones ont profondément marqué la société. Ils ont transformé la communication avec la messagerie instantanée, le partage de contenu et la connexion mondiale en temps réel. Les réseaux sociaux, largement propulsés par les smartphones, sont devenus centraux dans la vie moderne. De nombreux secteurs ont été redéfinis. Transport, finance, santé, éducation. Grâce aux applications,
Les utilisateurs peuvent réserver un taxi, consulter un médecin ou suivre des cours depuis leur appareil mobile. Ils ont aussi joué un rôle important dans la sensibilisation mondiale et le changement social. Grâce aux caméras embarquées, chacun peut filmer, partager et témoigner en temps réel, attirant l'attention sur des événements et des injustices. Cette capacité à documenter instantanément a permis à de nombreuses voix de se faire entendre. Dans les régions aux infrastructures limitées, les smartphones ont favorisé l'essor du commerce en ligne, du travail à distance et de l'économie à la demande, ouvrant de nouvelles opportunités économiques. Cependant, les smartphones ont aussi soulevé des défis importants. La dépendance numérique, les atteintes à la vie privée, les effets sur la santé mentale et la sécurité des données préoccupent. L'augmentation du temps d'écran soulève des questions sur l'attention, les relations humaines et le bien-être émotionnel. Les gouvernements et les entreprises technologiques tentent d'y répondre en développant des outils de gestion du temps d'utilisation, des politiques de protection des données, des fonctionnalités favorisant une utilisation responsable. L'histoire du smartphone illustre la vitesse des avancées technologiques et l'évolution de notre rapport aux outils numériques. De simples téléphones à des appareils intelligents, multifonctions et connectés, leur évolution témoigne du besoin humain d'information et de liens. Le smartphone continue d'évoluer, intégrant intelligence artificielle, réalité augmentée et technologie durable. Il reste au cœur de la vie moderne, façonnant nos habitudes, nos relations et nos environnements. Appareil à rayon X. L'appareil à rayon X est l'une des inventions les plus révolutionnaires de la médecine moderne, transformant la manière dont les médecins diagnostiquent et traitent les maladies internes. Cette technologie a permis de voir l'intérieur du corps humain sans chirurgie, améliorant considérablement la précision des diagnostics et sauvant d'innombrables vies. L'origine des rayons X remonte à 1895, lorsque le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen fit une découverte remarquable en expérimentant les rayons cathodiques. Il observa qu'un écran recouvert d'un matériau fluorescent brillait même protégé du tube cathodique. Comprenant qu'il s'agissait d'un nouveau type de rayonnement, il le nomma X pour signifier l'inconnu. Il réalisa ensuite la première radiographie, une image de la main de sa femme, où l'on distinguait nettement les os et son alliance. Cette découverte suscita rapidement l'intérêt de la communauté scientifique et médicale. Moins d'un an après, des hôpitaux utilisaient déjà cette technologie pour examiner des fractures, localiser des corps étrangers et évaluer des lésions internes. La possibilité de visualiser l'intérieur du corps sans intervention invasive révolutionna le diagnostic médical. En reconnaissance de ses travaux, Röntgen reçut le premier prix Nobel de physique en 1901, posant ainsi les fondements de la radiologie moderne. Les premiers appareils à rayons X étaient rudimentaires, mais démontraient un potentiel immense. Ils utilisaient des courants électriques à haute tension pour produire des rayons X qui traversaient le corps et impressionnaient des plaques photographiques. Les tissus absorbant différemment ces rayons, les images obtenues affichaient un contraste utile. Les os apparaissaient blancs, les tissus mous en gris. Cependant, à l'époque, les risques liés à l'exposition aux radiations étaient mal compris, ce qui entraîna certaines complications. Rapidement, ingénieurs et physiciens améliorèrent cette technologie. Les appareils devinrent plus précis, offrant des images plus nettes, des temps d'exposition plus courts et de meilleurs protocoles de sécurité. L'utilisation du plomb pour le blindage permit de protéger les patients et les opérateurs des radiations excessives. Les applications se multiplièrent, détection de la pneumonie, de la tuberculose et de certains cancers. Le domaine dentaire adopta aussi les rayons X, transformant les soins bucco-dentaires. Les appareils à rayons X trouvèrent également leur utilité sur le champ de bataille. Pendant la Première Guerre mondiale, des unités mobiles de radiographie furent introduites dans les hôpitaux de campagne, permettant aux médecins de localiser balles et éclats d'obus dans le corps des soldats blessés. Cela améliora considérablement les soins et réduisit la mortalité.
Leur rôle militaire fut confirmé lors de conflits ultérieurs, montrant leur importance dans les situations critiques. Au milieu du XXe siècle, l'imagerie médicale franchit de nouvelles étapes. L'introduction d'agents de contraste permit d'observer avec plus de précision les organes internes et les vaisseaux sanguins. Les rayons X furent intégrés à des systèmes plus avancés, comme la fluoroscopie, imagerie en temps réel, et la tomodensitométrie, TDM, qui fournit des images en 3 dimensions. Ces progrès élargirent considérablement le champ d'application des rayons X, permettant une détection plus précoce des maladies. L'imagerie numérique finit par remplacer les films photographiques traditionnels. Les systèmes informatiques modernes permettent un traitement rapide, une meilleure conservation des images et un partage facilité entre professionnels de santé. Bien que d'autres techniques comme l'IRM ou l'échographie aient émergé, l'appareil à rayons X reste indispensable en médecine. Sa rapidité, son accessibilité et son coût modéré en font un outil central dans les cliniques, les hôpitaux et les services d'urgence du monde entier. Les appareils actuels sont très évolués, avec positionnement automatisé, détecteurs numériques et réduction des doses de radiation, améliorant à la fois la qualité des images et la sécurité des patients. Cette évolution constante montre l'engagement pour une imagerie plus précise et moins invasive. En dehors de la médecine, la technologie des rayons X a trouvé des applications dans la sécurité, l'industrie et la recherche. Aux aéroports, elle permet d'inspecter les bagages. Dans les usines, elle est utilisée pour le contrôle qualité. En archéologie, elle aide à examiner des artefacts anciens sans les endommager. Cette polyvalence souligne l'importance des rayons X dans de multiples domaines. Ascenseur. L'ascenseur est une invention remarquable qui a transformé la structure et la fonction des villes, en rendant possible la construction en hauteur et en redéfinissant les horizons urbains. Avant sa généralisation, la hauteur des bâtiments était limitée par la difficulté physique de monter les escaliers, ce qui rendait les étages supérieurs moins attrayants. L'arrivée de l'ascenseur a bouleversé cette logique, rendant les immeubles de grande hauteur non seulement réalisables mais prestigieux. Cette évolution a profondément influencé l'architecture, l'urbanisme et les modes de vie urbains. Le concept d'appareil de levage remonte à l'Antiquité. Les civilisations anciennes utilisaient des monte-charges rudimentaires actionnés par des humains ou des animaux pour soulever des charges. Les Romains, par exemple, avaient mis au point des systèmes de poulies et de treuils pour déplacer des matériaux, notamment dans les amphithéâtres. Ces dispositifs, bien que novateurs, étaient manuels, peu sûrs et inadaptés au transport de personnes à grande hauteur. Le manque de contrôle et de sécurité empêchait leur usage à grande échelle pour les déplacements humains. Le passage des monte-charges aux ascenseurs modernes a nécessité des avancées majeures en mécanique et en sécurité. Au début du XIXe siècle, l'industrie a développé des plateformes élévatrices à vapeur pour les entrepôts. Ces systèmes pouvaient déplacer des marchandises lourdes, mais restaient trop risqués pour transporter des passagers. Le tournant décisif arriva en 1852 grâce à l'Américain Elisha Otis. Il inventa un dispositif de sécurité révolutionnaire, un frein bloquant la cabine en cas de rupture du câble, lors de l'exposition du Crystal Palace en 1854 à New York. Otis fit une démonstration publique de son système, suscitant la confiance du public. Cet événement marqua le début de l'ascenseur moderne. En 1857, le premier ascenseur pour passagers fut installé dans un grand magasin new-yorkais. Alimenté à la vapeur, il était lent et nécessitait un opérateur, mais représentait une avancée majeure. Les bâtiments multi-étages devinrent soudainement plus pratiques. Avec la croissance démographique et la pression foncière, la capacité à construire en hauteur devint cruciale. Les ascenseurs permirent une utilisation verticale efficace de l'espace, ouvrant la voie à la construction de gratte-ciel. L'arrivée du moteur électrique à la fin des années 1880 révolutionna la technologie des ascenseurs. Les modèles électriques offraient des déplacements plus rapides, plus fluides et plus économes en énergie. Ils prenaient aussi moins de place que les anciens systèmes à vapeur,
Les décennies suivantes virent l'apparition des portes automatiques, des systèmes de freinage améliorés et des commandes à boutons poussoirs. Ces innovations rendirent les ascenseurs plus sûrs et plus conviviaux, renforçant leur adoption dans les immeubles résidentiels et commerciaux. Au XXe siècle, avec la montée des gratte-ciel, les ascenseurs durent évoluer. Des modèles à grande vitesse furent développés, rendant possible des hauteurs autrefois inaccessibles. Les ingénieurs mirent au point des systèmes capables de transporter quotidiennement des milliers de personnes. Des innovations comme les ascenseurs à double cabine, les commandes de destination et les algorithmes intelligents de répartition optimisèrent les flux dans les tours. Ces améliorations étaient essentielles dans un contexte urbain de plus en plus dense. Les ascenseurs ont également amélioré l'accessibilité. Ils offrent un moyen fiable de circuler entre les étages pour les personnes à mobilité réduite. Désormais, la réglementation impose leur présence dans la majorité des bâtiments publics, renforçant l'inclusion sociale. Dans les immeubles résidentiels et les établissements pour personnes âgées, les ascenseurs sont devenus indispensables au confort et à l'autonomie des habitants. Aujourd'hui, les ascenseurs sont omniprésents dans les bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, aéroports et habitations. Leur conception continue d'évoluer. Les ascenseurs dits intelligents utilisent des commandes sans contact, des systèmes de gestion d'énergie et une surveillance à distance pour la maintenance. Certains prototypes explorent des technologies comme la lévitation magnétique ou les systèmes sans câble, qui visent à améliorer la performance et réduire la consommation énergétique. L'histoire de l'ascenseur reflète la volonté humaine de dépasser les contraintes physiques à travers l'innovation. Du monte-charge antique au système sophistiqué d'aujourd'hui, les ascenseurs ont rendu possible le développement vertical des villes et ont accompagné leur croissance. Ils sont devenus des symboles de progrès, d'accessibilité et de mobilité. Leur évolution future continuera d'accompagner les transformations urbaines, faisant de l'ascenseur un acteur incontournable de la ville de demain. Papier. Le papier est l'une des inventions les plus fondamentales de l'histoire de l'humanité, servant de support essentiel à la communication, à la documentation et à la transmission du savoir. Avant son invention, divers matériaux étaient utilisés pour écrire: tablettes d'argile, peaux d'animaux, bambou, bois ou pierre. Si ces supports étaient précieux, ils étaient souvent lourds, fragiles, peu pratiques à produire et difficiles à transporter. La nécessité d'un support plus accessible et maniable a conduit à l'invention du papier, qui allait transformer durablement la manière dont les civilisations se développaient, communiquaient et conservaient leurs connaissances. L'origine du papier remonte à la Chine antique, sous la dynastie Han. En 105 de notre ère, Cai Lun, un fonctionnaire impérial, mit au point un procédé qui consistait à réduire en pâte des matériaux tels que l'écorce de mûrier, le chanvre, de vieux tissus et des filets de pêche, puis à étaler le tout en fines feuilles et à les laisser sécher. Ce procédé donnait un support d'écriture léger, flexible et pratique, bien supérieur aux alternatives existantes. Si des formes primitives de papier existaient déjà, la méthode de Cai Lun a permis de standardiser et d'améliorer considérablement la production, ouvrant la voie à un usage plus large dans l'administration et la vie quotidienne. Dans les siècles qui ont suivi, la fabrication du papier s'est développée dans toute la Chine. Le papier est devenu un outil central dans les domaines de l'administration, de l'éducation et de la culture. Des techniques avancées ont vu le jour, comme le collage à l'amidon ou la teinture, qui permettaient de varier les textures et les couleurs. Le papier a atteint la Corée et le Japon au 7e siècle, où il a été adapté à des usages religieux, artistiques et littéraires. Les moines bouddhistes, en particulier, ont joué un rôle essentiel dans sa diffusion, en l'utilisant pour copier des textes sacrés et réaliser des œuvres décoratives. C'est par les routes commerciales, notamment la route de la soie, que le papier s'est propagé vers l'Ouest. Au 8e siècle, il atteint le monde islamique, probablement à la suite
de la capture de papetiers chinois lors d'une bataille près de Samarcande. Cette transmission technologique a favorisé la création de papeterie dans des villes comme Bagdad, Damas et Le Caire. Le papier a rapidement trouvé sa place dans l'univers intellectuel islamique, facilitant la copie et la diffusion de manuscrits scientifiques, philosophiques et littéraires. Il a ainsi contribué à l'épanouissement des savoirs pendant l'âge d'or de la civilisation islamique. L'Europe découvre le papier plus tardivement, à partir du XIIe siècle, via l'Espagne musulmane. Les premières papeteries européennes sont fondées en Andalousie, mais le parchemin reste dominant pendant longtemps. Ce n'est qu'avec la montée de l'alphabétisation et de la demande en livres que les avantages du papier, coût réduit, facilité de fabrication et adaptabilité, deviennent évidents. Au XIVe et XVe siècle, son utilisation se généralise pour les manuscrits, la correspondance et les documents juridiques. L'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg, au milieu du XVe siècle, marque un tournant. Le papier devient le support de masse de la connaissance, rendant les livres plus accessibles que jamais. Avec le temps, la fabrication du papier évolue. À partir du XIXe siècle, la révolution industrielle introduit des procédés mécanisés. La machine Fourdrinier, par exemple, permet la production continue de longues feuilles de papier. La pâte de bois remplace progressivement les chiffons comme matière première, rendant la production encore plus économique. Cette industrialisation soutient l'essor des journaux, de l'édition scolaire, de l'emballage et de nombreuses autres industries fondées sur le papier. Au XXe siècle, le papier reste omniprésent, utilisé dans les livres, les journaux, les billets de banque, les formulaires administratifs, l'éducation et la publicité. Malgré l'émergence des technologies numériques, le papier conserve sa place dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Sa texture, sa lisibilité et sa facilité d'accès en font un outil toujours apprécié, notamment dans les régions à faibles ressources technologiques. Aujourd'hui, le rôle du papier évolue à l'ère du numérique. La demande diminue dans certains secteurs, mais se maintient dans d'autres, comme l'emballage, l'art ou l'éducation. Les préoccupations environnementales ont poussé à adopter des pratiques durables, notamment le recyclage et l'utilisation de matériaux éco-responsables. Le papier continue de symboliser l'ingéniosité humaine, un matériau simple mais essentiel, ayant accompagné les grandes évolutions culturelles, éducatives et sociales de l'humanité. Lunettes, verres. Les lunettes sont l'une des inventions les plus marquantes de l'histoire humaine. Elles ont transformé la vie de millions de personnes en améliorant la vision, offrant clarté et autonomie dans les tâches quotidiennes. Le développement de ces dispositifs résulte de siècles de curiosité, d'expérimentation et de perfectionnement dans les domaines de l'optique, de la verrerie et de l'anatomie. Bien avant les lunettes modernes, de nombreuses personnes souffraient de troubles visuels sans solution efficace. La compréhension progressive de la lumière et de la vision a permis la création d'outils pour corriger ces problèmes, posant les bases d'une technologie en constante évolution. L'histoire des lunettes débute avec la découverte que le verre pouvait manipuler la lumière. Les civilisations antiques, comme les Grecs et les Romains, ont étudié les propriétés optiques du verre. Des savants comme Ptolémée ont décrit la réflexion et la réfraction, mais leur application à la correction de la vue n'est survenue que bien plus tard. On trouve des traces d'utilisation de lentilles grossissantes dans l'Antiquité, souvent fabriquées à partir de cristaux polis ou de sphères de verre. Ces instruments permettaient d'agrandir des textes ou objets sans être portables ni adaptés à des troubles spécifiques de la vision. C'est au XIIIe siècle que sont apparues les premières lunettes portables, probablement en Italie. Elles se composaient de deux verres convexes montés sur une structure pouvant être posée sur le nez. Principalement utilisées pour corriger l'hypermétropie, elles aidaient moines, érudits et scribes à lire et à écrire. Les montures étaient rudimentaires, sans branches, souvent tenues à la main ou équilibrées de façon précaire. Malgré leur simplicité,
Ces lunettes représentaient un grand progrès dans la gestion des troubles de la vision et dans l'amélioration de la productivité intellectuelle. Avec la diffusion des lunettes en Europe, artisans et scientifiques ont amélioré leur conception. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle a fortement accru la demande en lunettes de lecture, car les livres devenaient plus accessibles. Verriers et opticiens ont expérimenté différentes formes et matériaux, étendant la correction visuelle à davantage de troubles, comme la myopie grâce aux verres concaves. Ces innovations ont ouvert la voie à des lunettes plus polyvalentes, accessibles à un public plus large. Au XVIIe siècle, des avancées majeures en optique ont été réalisées par des penseurs comme Kepler et Descartes. Leurs travaux ont enrichi la compréhension du fonctionnement de l'œil et du rôle des lentilles dans la correction des défauts visuels. Ces connaissances ont mené à la fabrication de lunettes plus précises. À cette époque, les montures ont été équipées de branches reposant sur les oreilles, améliorant ainsi leur stabilité, leur confort et leur praticité dans un usage quotidien. Au XVIIIe et XIXe siècle, les lunettes ont gagné en personnalisation. Les opticiens ont commencé à mesurer la vision avec plus de précision, créant des verres adaptés à des prescriptions spécifiques. Les montures étaient fabriquées dans des matériaux variés: métal, bois, corne, écailles de tortue, alliant fonctionnalité et esthétique. Les lunettes sont ainsi devenues un accessoire personnel, reflétant aussi bien un besoin médical qu'un choix de style. L'évolution sociale les a rendues plus acceptées, réduisant la stigmatisation liée à leur port et encourageant un usage plus généralisé. Le XXe siècle a vu l'arrivée de matériaux modernes, comme les plastiques légers, rendant les lunettes plus confortables, résistantes et abordables. Les verres bifocaux, inventés par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, ont été perfectionnés et largement diffusés. Les lunettes de soleil, d'abord conçues pour protéger contre l'éblouissement, sont devenues un accessoire de mode tout en protégeant des rayons UV. Parallèlement, les lentilles de contact ont offert une alternative discrète et les avancées en chirurgie réfractive, comme le LASIK, ont proposé des corrections durables. Aujourd'hui, les lunettes continuent d'évoluer avec l'intégration de technologies comme les filtres anti-lumière bleue, les verres photochromiques, les revêtements anti-rayures ou les montures intelligentes. Elles servent aussi de protection dans divers contextes professionnels, scientifiques et médicaux. Des lunettes de sécurité aux lunettes connectées, leur rôle s'est élargi bien au-delà de la simple correction visuelle. Le parcours des lunettes, depuis les loupes rudimentaires jusqu'aux instruments modernes, reflète le progrès scientifique et technologique de l'humanité. Cette évolution constante illustre notre volonté d'améliorer la vie quotidienne par des solutions adaptées aux besoins visuels. Les lunettes incarnent ainsi l'alliance entre innovation, confort, santé et style, et restent un symbole durable d'ingéniosité humaine. Anesthésie. L'anesthésie est l'une des découvertes les plus révolutionnaires de l'histoire de la médecine. Elle permet de réaliser des interventions chirurgicales et actes médicaux douloureux sans que le patient ne ressente de douleur. Avant son apparition, la chirurgie était souvent un dernier recours en raison de la souffrance que les patients devaient endurer en pleine conscience. Les chirurgiens opéraient à grande vitesse, parfois en moins d'une minute, afin de limiter la douleur. Le traumatisme psychologique était immense, freinant la fréquence des interventions malgré les progrès de l'anatomie et de la compréhension des maladies. Trouver un moyen efficace et sûr de soulager la douleur est devenu un objectif majeur du développement médical. Bien avant l'anesthésie moderne, les civilisations anciennes utilisaient des remèdes naturels pour atténuer la douleur. Les Sumériens exploitaient le pavot à opium pour ses propriétés sédatives. En Chine, en Inde ou dans la Grèce antique, plantes, alcool et techniques de compression étaient utilisées pour diminuer la sensation. Ces méthodes offraient un soulagement partiel mais restaient peu fiables. Au Moyen Âge et à la Renaissance, des mélanges de plantes ou d'alcool furent testés pour provoquer l'inconscience, mais sans efficacité constante et souvent avec des risques élevés. Faute de meilleures options, la vitesse d'exécution et la contention restaient les seules solutions face à l'intensité de la douleur chirurgicale.
Un tournant décisif eut lieu au XIXe siècle lorsque la science permit d'identifier des substances capables de plonger un patient dans l'inconscience de manière sûre. En 1846, le dentiste américain William T. J. Morton démontra l'efficacité de l'éther au Massachusetts General Hospital lors d'une opération. Le patient ne ressentit aucune douleur et la communauté médicale fut stupéfaite. Cet événement est considéré comme le début de l'anesthésie moderne. L'éther, inhalé sous forme de vapeur, agissait rapidement, rendant les interventions plus longues et précises possibles. Peu après, le médecin écossais James Young Simpson introduisit le chloroforme. Il séduisit par son odeur agréable et sa capacité à induire rapidement l'inconscience. Toutefois, des effets secondaires graves, notamment sur le cœur, furent découverts. Malgré ces risques, il fut largement utilisé pendant plusieurs décennies, notamment lors des accouchements et opérations mineures. L'arrivée de ces substances transforma profondément la médecine. La peur de la douleur n'était plus un frein aux traitements chirurgicaux, permettant un bond en avant dans les techniques et les pratiques. L'anesthésie ne cessa d'évoluer avec la découverte de nouveaux agents et de méthodes d'administration. Le protoxyde d'azote, découvert au XVIIIe siècle par Joseph Priestley, fut utilisé plus tard en dentisterie. Son usage s'intensifia au milieu du XIXe siècle. Des combinaisons d'agents furent ensuite mises au point pour allier sécurité et efficacité. Au XXe siècle, l'anesthésie intraveineuse permit un meilleur contrôle de la profondeur d'inconscience. Des myorelaxants furent ajoutés pour optimiser les conditions chirurgicales et des dispositifs de surveillance furent introduits pour suivre les signes vitaux des patients pendant les opérations. Dès le milieu du XXe siècle, l'anesthésiologie devint une spécialité médicale à part entière. Les anesthésistes jouèrent un rôle central non seulement en salle d'opération, mais aussi en gestion de la douleur, en soins intensifs et en médecine d'urgence. Leur expertise garantissait une anesthésie sécurisée, adaptée et surveillée. Des programmes de formation spécialisés et des sociétés savantes virent le jour, consolidant l'anesthésiologie comme un pilier de la médecine moderne. Grâce aux avancées en pharmacologie et en technologie, les options anesthésiques sont devenues plus sûres, rapides et personnalisables selon les besoins du patient. Aujourd'hui, l'anesthésie est couramment utilisée pour un large éventail d'interventions, des actes mineurs ambulatoires aux chirurgies vitales. Elle se décline en techniques locales, régionales ou générales, selon la nature de l'intervention et l'état du patient. La recherche continue d'améliorer les agents existants, de réduire les effets secondaires et de développer des approches personnalisées basées sur des profils génétiques ou biologiques. L'apport de l'anesthésie à la médecine est inestimable. Elle a transformé la chirurgie, autrefois redoutée, en une pratique accessible, sécurisée et en constante évolution. L'histoire de l'anesthésie témoigne de la quête humaine pour soulager la souffrance à travers la science et l'innovation. Microscope. Le microscope est l'un des instruments scientifiques les plus importants jamais inventés, permettant à l'humanité d'explorer le monde au-delà des limites de la vision naturelle. Son développement a marqué un tournant dans l'histoire des sciences et de la médecine, offrant une perspective inédite sur la vie à l'échelle microscopique. Avant cette invention, une grande partie de la nature restait invisible. L'incapacité à observer les micro-organismes, les cellules ou la structure des tissus limitait fortement la compréhension des phénomènes biologiques et des maladies. Avec les progrès de l'optique et un intérêt croissant pour l'étude du monde naturel, les bases ont été posées à la fin du XVIe siècle pour l'invention d'un appareil capable d'agrandir l'invisible. Aux Pays-Bas, Hans Janssen et son fils Zacharias sont souvent crédités de la création d'un des premiers microscopes composés vers 1590. Leur appareil utilisait une combinaison de lentilles pour grossir de petits objets, bien que les détails précis de sa conception demeurent flous. Il représentait néanmoins une avancée en permettant d'observer des objets avec plus de détails qu'à l'œil nu. Au XVIIe siècle, une étape majeure fut franchie grâce à des scientifiques comme Galilée, qui adapta ses connaissances en lentilles à la construction de microscopes améliorés.
l'Anglais Robert Hooke utilisa un microscope composé pour examiner le liège et introduisit le terme « cellule » pour décrire les structures en forme de boîte qu'il observa. Son ouvrage Micrographia, publié en 1665, contenait des dessins détaillés de spécimens et suscita un vif intérêt pour le monde microscopique. Anthony van Leeuwenhoek, artisan et autodidacte néerlandais, joua un rôle essentiel dans le développement de la microscopie. Il fabriqua des microscopes à simples lentilles capables de fort grossissement, bien supérieurs à ceux des instruments de son époque. Grâce à ces microscopes, il fut le premier à observer des bactéries, des spermatozoïdes et d'autres micro-organismes qu'il appela animalcules. Ces observations détaillées émerveillèrent la communauté scientifique, posant ainsi les fondements de la microbiologie. Van Leeuwenhoek révéla une vie invisible et jusqu'alors inconnue, bouleversant les conceptions établies sur la biologie. Au XVIIIe et XIXe siècle, les microscopes devinrent plus performants grâce à l'amélioration des lentilles, de l'éclairage et de la mise au point. L'introduction des lentilles achromatiques permit de corriger les aberrations chromatiques, rendant les images plus nettes. Ces perfectionnements contribuèrent à l'émergence de la théorie cellulaire au XIXe siècle, formulée par des scientifiques comme Schleiden et Schwann, qui affirmèrent que tous les organismes vivants sont composés de cellules. Ce principe fondamental de la biologie ne serait pas apparu sans les avancées continues en microscopie. Le XXe siècle vit une révolution avec l'invention du microscope électronique. Contrairement aux microscopes optiques utilisant la lumière, ceux-ci emploient des faisceaux d'électrons, offrant un grossissement et une résolution incomparablement supérieures. Les microscopes électroniques à transmission et à balayage permirent de visualiser la structure fine des virus, des organites et des molécules. Ces instruments ont joué un rôle crucial dans des domaines comme la virologie, la biologie cellulaire, la science des matériaux ou encore la nanotechnologie. Grâce à eux, les chercheurs ont pu atteindre un niveau de détail jusqu'alors inaccessible. Les microscopes modernes ont continué d'évoluer avec l'apport de l'imagerie numérique, de la fluorescence et des technologies informatiques. Des techniques comme la microscopie confocale ou la microscopie à force atomique permettent aujourd'hui de visualiser avec précision les cellules, les protéines ou encore les surfaces à l'échelle nanométrique. Ces outils sont essentiels dans la recherche scientifique, les diagnostics médicaux et même dans l'industrie. En pathologie, par exemple, les microscopes permettent d'analyser des tissus pour détecter des maladies. Dans l'enseignement, ils permettent d'éveiller la curiosité scientifique chez les étudiants en révélant la complexité du vivant. L'histoire du microscope est avant tout une histoire de curiosité et de découverte. De simples lentilles en verre aux microscopes électroniques complexes, cet instrument a ouvert de nouveaux horizons scientifiques. Il a permis de transformer la compréhension de la biologie, de découvrir de nouveaux organismes et de rendre visibles les structures fondamentales de la vie. Aujourd'hui encore, il demeure indispensable à l'innovation, à la recherche médicale et à l'exploration de l'invisible. Grâce à lui, l'humanité continue de percer les mystères du monde microscopique, repoussant sans cesse les limites de la connaissance. Micro-ondes. Le four à micro-ondes est l'une des inventions les plus révolutionnaires des cuisines modernes, transformant la préparation et la consommation des aliments. Pourtant, son origine ne réside pas dans une ambition culinaire, mais dans une découverte scientifique fortuite du milieu du XXe siècle. Le caractère accidentel de son invention la rend d'autant plus remarquable. En 1945, l'ingénieur américain Percy Spencer, travaillant sur une technologie radar pour la Raytheon Corporation, remarqua qu'une barre chocolatée qu'il avait dans sa poche avait fondu lorsqu'il se trouvait à proximité d'un magnétron, un dispositif générant des micro-ondes. Intrigué, il poursuivit ses tests en plaçant des grains de maïs près du magnétron qui éclatèrent rapidement, puis un œuf qui explosa. Ces expériences confirmèrent que les micro-ondes pouvaient chauffer les aliments rapidement. Cette découverte mena à la création du premier four à micro-ondes. En 1947, Raytheon lança le Radarange,
premier four à micro-ondes commercial. Très encombrant, coûteux et destiné à un usage industriel, il mesurait près de 1,80 mètres et pesait plusieurs centaines de kilos. Il était surtout utilisé sur les navires ou dans les restaurants. Néanmoins, son potentiel était évident. Avec l'évolution technologique et la baisse des coûts de production, les ingénieurs conçurent des modèles plus compacts, sûrs et abordables. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, des versions domestiques de comptoir commencèrent à apparaître, bouleversant les habitudes culinaires. La popularité du micro-ondes croît rapidement, surtout aux États-Unis et dans d'autres pays industrialisés. Il s'adapte parfaitement au rythme de vie rapide de l'après-guerre, où la commodité et le gain de temps sont essentiels. Les micro-ondes permettent de réchauffer les restes, de décongeler les surgelés et de préparer rapidement des plats. Cela changea profondément les habitudes alimentaires et stimula l'essor des plats préparés. L'industrie agroalimentaire s'adapta en créant des produits conçus pour être cuits au micro-ondes. Au fil du temps, la compréhension de cette technologie s'est accrue, dissipant de nombreux mythes. Certains craignaient les radiations, mais il fut précisé que les micro-ondes utilisent des rayonnements non ionisants, donc sans danger pour la santé, contrairement aux rayons X. Le blindage de la cavité du four et les dispositifs de verrouillage des portes assurent une sécurité fiable. Les agences de réglementation ont établi des normes strictes de fabrication, renforçant la confiance des consommateurs. En devenant omniprésents, les micro-ondes ont également transformé les habitudes sociales. Les familles n'ont plus besoin de manger ensemble. Chacun peut réchauffer son repas à sa convenance. Les entreprises les installent dans les salles de pause, permettant aux employés de réchauffer leurs repas. Les étudiants, vivant en résidence ou en studio, les considèrent comme indispensables. Même dans des régions reculées, le micro-ondes devient une solution pratique lorsque les méthodes de cuisson traditionnelles sont moins accessibles. Les innovations technologiques ont continuellement amélioré ses performances. L'apparition du plateau tournant a permis une cuisson plus uniforme. Par la suite, les modèles combinés ont intégré les fonctions de cuisson par convection, rendant l'appareil plus polyvalent. Les commandes tactiles, la programmation électronique et les capteurs de cuisson ont facilité son utilisation, rendant les micro-ondes plus intelligents et efficaces. Ces avancées ont consolidé leur statut dans les cuisines, tant domestiques que professionnelles. L'impact mondial du four à micro-ondes est évident à travers son adoption dans de nombreuses cultures. Bien que son usage varie selon les régions, il symbolise partout la commodité. Dans les espaces restreints des grandes villes, le micro-ondes offre une alternative efficace à une cuisine complète. Lors de missions humanitaires ou d'urgence, les modèles portables permettent de préparer rapidement des repas, soulignant leur utilité au-delà du cadre domestique. Dans les zones sans gaz ou électricité stable, ils offrent une solution fonctionnelle. L'histoire du micro-ondes, d'une découverte militaire accidentelle à un pilier de la vie quotidienne, montre comment l'innovation peut transformer la société. Né d'une simple expérience curieuse, il est devenu un outil essentiel, redéfinissant la notion de confort et d'efficacité en cuisine. Il illustre comment la curiosité, alliée à la recherche, peut engendrer des changements profonds. Le micro-ondes reste aujourd'hui un symbole d'ingéniosité et d'adaptabilité, parfaitement aligné avec les exigences du monde moderne. Machine à laver. La machine à laver est l'une des inventions les plus marquantes dans le domaine domestique. Elle a transformé la manière de laver le linge, soulageant des millions de personnes d'une tâche autrefois pénible. Avant son invention, la lessive était entièrement manuelle. Il fallait frotter les vêtements contre des rochers ou les battre avec des pagaies, souvent au bord des rivières. L'eau était puisée et chauffée manuellement, et le séchage dépendait du soleil. Ce travail exigeait une énergie physique considérable, particulièrement dans les familles nombreuses. Les premières tentatives de mécanisation datent du XVIIIe siècle. En 1767, Jacob Christian Schäfer, un scientifique allemand,
conçu un appareil rudimentaire à manivelle pour agiter le linge. Par la suite, au XIXe siècle, plusieurs inventeurs européens et américains brevetèrent des modèles en bois ou en métal, dotés d'un tambour ou d'une cuve où le linge était brassé manuellement. Ces appareils, bien que novateurs, restaient coûteux et peu accessibles, nécessitant encore un effort physique. La révolution industrielle du XIXe siècle joua un rôle clé dans l'amélioration des machines à laver. Des versions plus grandes et durables virent le jour, utilisées dans des institutions comme les hôpitaux et les internats. Alimentées à la vapeur, elles permettaient un traitement du linge à plus grande échelle. Dans les foyers, des modèles furent améliorés avec des ajouts comme l'essoreuse, composée de 2 rouleaux pour extraire l'humidité, réduisant ainsi le temps de séchage. Une révolution s'opéra avec l'arrivée de l'électricité au début du XXe siècle. En 1908, la Early Machine Company de Chicago lança la Thor, première machine à laver électrique à succès. Elle comportait une cuve galvanisée et un moteur électrique alimentant un agitateur. Cette innovation réduisit la pénibilité du lavage et permit aux utilisateurs d'effectuer d'autres tâches pendant le cycle. Avec l'électrification des foyers, la demande pour ces appareils augmenta rapidement. Durant les années 1930 et 1940, les machines à laver devinrent plus compactes, abordables et efficaces. Des dispositifs de sécurité, des minuteries automatiques et des cuves fermées améliorèrent l'expérience utilisateur. Après la Seconde Guerre mondiale, la production de masse fit baisser les prix, rendant ces machines accessibles à une classe moyenne croissante. Le marketing souligna la modernité et la liberté qu'apportait la machine à laver automatique, notamment pour les femmes au foyer. La buanderie devint une pièce standard dans de nombreux foyers. Les années 1950 et 1960 marquèrent l'avènement des machines entièrement automatiques, capables de laver, rincer et essorer sans intervention manuelle. Le linge n'avait plus besoin d'être transféré entre différentes cuves, un gain de temps et d'énergie significatif. Les modèles à chargement frontal se popularisèrent en Europe, tandis que les modèles à chargement par le haut dominaient en Amérique du Nord. En parallèle, des détergents spécifiques pour cycles automatiques virent le jour, renforçant l'efficacité des machines. Cette synergie entre chimie et mécanique améliora considérablement le nettoyage. Avec la mondialisation, la machine à laver atteignit les foyers des pays en développement, bien que les taux d'adoption variaient selon les infrastructures et le niveau de vie. Pour répondre à cette diversité, les fabricants développèrent des modèles semi-automatiques, plus petits et plus économiques. La conservation de l'eau et l'efficacité énergétique devinrent des priorités. Des modèles écologiques furent conçus, intégrant des capteurs, des réglages programmables et des fonctionnalités intelligentes. Aujourd'hui, la machine à laver est un appareil incontournable des foyers et des laveries du monde entier. Son impact dépasse le simple confort. Elle a contribué à redéfinir le travail domestique et les rôles de genre. Grâce à elle, des millions de personnes ont pu libérer du temps pour leurs études, leur carrière ou leurs loisirs. L'évolution des modèles à manivelle aux appareils intelligents actuels incarne le progrès technologique au service de la société. Elle illustre comment l'innovation peut transformer profondément la vie quotidienne. Presse à imprimer, l'imprimerie est l'une des inventions les plus marquantes de l'histoire de l'humanité, révolutionnant la communication, l'éducation et la diffusion du savoir. Avant son développement, les livres et manuscrits étaient copiés à la main par des scribes, souvent dans les monastères. Ce processus chronophage était sujet à erreur et rendait les ouvrages rares, coûteux et réservés à l'élite. La production lente et limitée de documents entravait la circulation des idées, faisant de l'éducation un privilège. La percée survint au XVe siècle grâce à Johannes Gutenberg, orfèvre et inventeur allemand, qui introduisit une presse à imprimer mécanique à caractère mobile. Son innovation combinait des technologies existantes d'une manière inédite. Il développa des caractères mobiles métalliques durables, adapta la presse à vis utilisée pour le vin
et créa une encre à base d'huile, adaptée au papier. Ce système permit une production rapide et de qualité constante, rompant avec les anciennes techniques à planches de bois utilisées en Asie et en Europe. La première œuvre majeure imprimée par Gutenberg fut la Bible, achevée vers 1455. Connue sous le nom de Bible de Gutenberg, elle est célèbre pour sa beauté, sa précision et son importance historique. Le succès de cette impression démontra le potentiel de l'imprimerie. En quelques décennies, des imprimeries s'implantèrent à travers l'Europe. Des villes comme Venise, Paris et Nuremberg devinrent des centres majeurs. La possibilité de produire des livres en grande quantité à moindre coût transforma la société, démocratisant l'accès à la lecture et à l'apprentissage. L'impact de l'imprimerie dépassa largement la simple production de livres. Elle joua un rôle central dans la diffusion de la Renaissance, en facilitant l'accès aux textes classiques. Les érudits, écrivains et artistes purent consulter plus facilement les œuvres anciennes, stimulant un renouveau intellectuel et artistique. L'imprimerie contribua aussi à la réforme. Les thèses de Martin Luther et d'autres textes religieux furent largement reproduits et diffusés, remettant en question les autorités ecclésiastiques et transformant le paysage religieux et politique européen. Avec le temps, les technologies d'impression évoluèrent. Journaux, brochures et revues scientifiques apparurent, permettant une communication rapide d'idées, de découvertes et de nouvelles. Cette capacité à diffuser rapidement l'information soutint le débat public et le développement de sociétés informées. Les avancées scientifiques purent être partagées au-delà des frontières, favorisant le progrès dans des domaines comme l'astronomie, la médecine et la physique. La diffusion du savoir s'accéléra, posant les bases des Lumières et d'autres grands mouvements intellectuels. L'imprimerie transforma également les langues et l'alphabétisation. La généralisation des textes imprimés exposa les individus à une orthographe, une grammaire et un vocabulaire standardisé. Cela contribua à l'unification des dialectes régionaux et au développement des langues nationales. Les écoles s'appuyèrent de plus en plus sur les documents imprimés, ce qui favorisa une hausse des taux d'alphabétisation. Les livres et manuels devenus accessibles permirent l'apprentissage autonome et étendirent l'accès au savoir à toutes les classes sociales. Au fil des siècles, la presse à imprimer connut de nombreuses améliorations. Aux modèles manuels succédèrent les presses à vapeur au XIXe siècle, qui augmentèrent considérablement la vitesse et le volume de production. Ces progrès permirent l'émergence des médias de masse, comme les quotidiens et magazines à grand tirage. L'écrit devint un élément central de la vie, influençant l'opinion publique et les tendances culturelles. Au XXe siècle, l'impression offset et les technologies numériques renforcèrent encore l'efficacité et la qualité des impressions, prolongeant l'héritage de Gutenberg. L'imprimerie a fondamentalement changé la manière dont les sociétés fonctionnent et transmettent l'information. Elle a permis l'enregistrement de l'histoire, la diffusion d'idées nouvelles et le partage d'histoires à travers les générations et les continents. Son influence touche tous les domaines: éducation, sciences, politique, religion. Cette invention fut bien plus qu'une avancée technique. Elle fut le catalyseur d'un bouleversement sociétal. Elle a marqué l'aube d'une ère où les idées pouvaient circuler librement, permettant à chacun de penser, de questionner et d'apprendre comme jamais auparavant. Locomotive à vapeur. La machine à vapeur est l'une des inventions les plus transformatrices de l'histoire du progrès humain. Elle marque le début de la révolution industrielle et bouleverse la manière dont les sociétés produisent des biens, voyagent et organisent le travail. Avant son invention, les principales sources d'énergie mécanique étaient les muscles humains et animaux, ainsi que les forces naturelles comme le vent et l'eau. Bien que ces dernières fournissent de l'énergie, elles sont souvent peu fiables et limitées géographiquement. Le besoin d'une source d'énergie stable et indépendante des conditions climatiques a conduit au développement de la machine à vapeur, qui a révolutionné l'industrie et les transports. La machine à vapeur fonctionne selon un principe simple: convertir l'énergie thermique en mouvement mécanique. De l'eau chauffée dans une chaudière se transforme en vapeur. En se dilatant,
Elle crée une pression capable de pousser un piston ou de faire tourner une turbine, générant un mouvement utilisable pour accomplir un travail. L'idée d'utiliser la vapeur comme force motrice remonte à l'Antiquité. Héron d'Alexandrie, au 1er siècle, avait conçu un dispositif rotatif rudimentaire alimenté par la vapeur. Cependant, ces inventions anciennes restaient expérimentales. Au XVIIe siècle, l'expérimentation avec la vapeur prit un tournant plus sérieux. En 1698, l'Anglais Thomas Savery breveta un engin utilisant la pression de la vapeur pour pomper l'eau des mines. Son dispositif, bien que novateur, présentait des limites. Faible capacité de levage, risque d'explosion et manque de fiabilité. Au début du XVIIIe siècle, Thomas Newcomen améliora ce système. Il développa une machine à vapeur atmosphérique plus sûre, équipée d'un cylindre et d'un piston, et utilisée largement dans les mines britanniques pour pomper l'eau plus efficacement que les méthodes traditionnelles. L'avancée majeure dans le domaine revient à James Watt, un ingénieur écossais du milieu du XVIIIe siècle. Il introduisit un condenseur séparé, une innovation qui améliora considérablement l'efficacité énergétique de la machine. Cette amélioration réduisait la perte de chaleur et augmentait le rendement. Le moteur de Watt consommait moins de carburant tout en fournissant une puissance plus stable. Grâce à ces perfectionnements, la machine à vapeur trouva des applications bien au-delà des mines, dans les usines, les filatures, les scieries et bientôt dans les transports. Les innovations de Watt posèrent les bases de l'industrialisation moderne. À mesure que la machine à vapeur gagnait en fiabilité, elle s'imposa dans les usines, transformant l'organisation du travail. Les machines industrielles, désormais alimentées par la vapeur, pouvaient fonctionner en continu, augmentant la productivité tout en réduisant les coûts. Cette autonomie énergétique permit également aux industriels de s'éloigner des rivières et autres sources d'énergie naturelle, facilitant l'implantation d'usines dans des zones urbaines. Ce phénomène entraîna une urbanisation rapide. Les populations quittèrent les campagnes pour s'installer dans les villes en quête d'emploi. La vapeur a ainsi contribué à remodeler les structures économiques et sociales de l'époque. Le secteur des transports fut profondément transformé. Au début du XIXe siècle, les locomotives à vapeur apparurent, représentant une avancée majeure par rapport aux véhicules tractés par chevaux ou aux péniches lentes. Le développement des chemins de fer en Europe et en Amérique du Nord permit un transport plus rapide des personnes et des marchandises sur de longues distances. Parallèlement, les bateaux à vapeur commencèrent à dominer la navigation fluviale et maritime, libérant les déplacements de la dépendance au vent. Ces innovations ont resserré les liens entre les régions, stimulé le commerce et facilité la circulation des idées et des ressources. Même si les machines à vapeur furent plus tard remplacées par les moteurs à combustion interne et les moteurs électriques, leur impact reste profond. Elles ont marqué une étape décisive dans le progrès technique en permettant une croissance industrielle sans précédent. La machine à vapeur a transformé la production, les échanges et la mobilité et a jeté les bases de l'économie moderne. En rendant l'énergie mécanique disponible à grande échelle, elle a influencé presque tous les aspects de la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, la machine à vapeur reste un symbole d'ingéniosité et d'industrialisation. Elle représente un tournant historique où l'humanité a su mobiliser les forces naturelles pour nourrir son développement. Son héritage continue d'influencer nos systèmes industriels et nos infrastructures modernes, en témoignant de la puissance durable de l'innovation humaine. Machine à café et café, l'histoire du café et des machines qui le préparent est une fascinante aventure d'innovation, de culture et de transformation à travers les siècles. Les origines du café remontent aux anciennes forêts d'Éthiopie, où la légende raconte qu'un chevrier nommé Kaldi remarqua l'énergie débordante de ses chèvres après qu'elles eurent consommé certaines baies rouges. Intrigué, il apporta les fruits à un monastère local. Les moines, curieux,
firent bouillir les grains et burent l'infusion, découvrant qu'elle les aidait à rester éveillés pendant les longues prières. Cette première utilisation du café marqua le début d'une tradition qui allait s'ancrer dans le quotidien de civilisations entières. Le café s'étendit rapidement à la péninsule arabique, devenant au XVe siècle une culture florissante au Yémen. Il y était consommé dans les foyers et dans des cafés publics appelés kahweh-khaneh, lieux d'échange intellectuel, de contes et de musique. Ces espaces gagnèrent en importance sociale et culturelle, si bien que le café fut surnommé le « vin de l'islam » pour ses propriétés stimulantes. L'Empire ottoman, à son tour, adopta le café avec enthousiasme, développant des rituels sophistiqués autour de sa préparation et de sa consommation. À chaque étape de sa diffusion, l'importance du café s'accentua, tout comme l'ambition d'en améliorer la préparation. L'arrivée du café en Europe au XVIIe siècle fut marquée par des débats animés. D'abord perçu avec méfiance, il séduisit peu à peu les élites et la population. Des cafés ouvrirent leurs portes dans des villes comme Londres, Paris ou Vienne, devenant des centres de discussion politique, artistique et philosophique. La popularité croissante du café s'accompagna d'un intérêt pour les techniques de préparation. Les premières tentatives d'automatisation étaient rudimentaires, reposant sur des méthodes manuelles, mais elles jetèrent les bases des futures machines à café. Une avancée majeure eut lieu au XIXe siècle en France avec le percolateur. Cet appareil permettait un cycle continu d'eau bouillante passant à travers le café moulu, offrant une infusion plus riche. Bien qu'efficace, il nécessitait toujours l'attention d'une source de chaleur et d'une personne présente. L'évolution vers une préparation plus mécanisée se poursuivit avec une invention déterminante. En 1901, l'Italien Luigi Bezerra conçut une machine utilisant la pression de la vapeur pour faire passer l'eau à travers le marc de café. C'était la naissance de la machine à expresso moderne. Tout au long du XXe siècle, ces machines n'ont cessé d'évoluer. Des leviers manuels aux pompes électriques, la technologie d'extraction a progressé, perfectionnant la stabilité thermique et la régulation de la pression. Des marques italiennes comme Gaggia et La Marzocco ont joué un rôle central dans cette évolution, rendant possible la production d'un café expresso plus constant, riche et raffiné. Le barista devint un véritable artisan et les machines à café des symboles de précision, d'expertise et d'excellence dans les cafés du monde entier. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les machines à café firent leur entrée dans les foyers. Aux États-Unis, la cafetière filtre, adoptée pour sa simplicité et sa capacité à préparer de grandes quantités, s'imposa comme un élément incontournable de la cuisine. Des marques comme Mr. Coffee démocratisèrent l'accès au café avec des appareils dotés de minuterie et de filtres faciles à utiliser. Le café devenait ainsi une habitude quotidienne, présente dans presque tous les foyers. Le XXIe siècle vit l'apparition de systèmes à dosette comme Nespresso et Keurig, qui misaient sur la rapidité et la simplicité. Offrant une variété de saveurs, ces machines répondaient à des modes de vie toujours plus rapides. Parallèlement, un regain d'intérêt pour les méthodes artisanales d'infusion comme le filtre manuel ou l'aéropresse montra l'importance persistante des traditions. Cette dualité reflétait l'évolution d'une culture du café oscillant entre technologie et savoir-faire. Les machines modernes intègrent désormais des technologies intelligentes. Connectées en Wi-Fi, elles permettent une personnalisation avancée via des applications. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster la température, la pression ou la mouture selon leurs préférences. En parallèle, des préoccupations environnementales ont encouragé la création de modèles économes en énergie, durables et recyclables. L'histoire du café et de ses machines reflète la créativité humaine et notre lien profond avec cette boisson millénaire. D'une découverte accidentelle en Éthiopie aux appareils intelligents d'aujourd'hui, les machines à café incarnent à la fois innovation, tradition et passion. Toilettes et système d'égout. Les toilettes et le système d'égout figurent parmi les avancées les plus cruciales de l'histoire humaine, influençant la santé, l'hygiène et l'organisation des sociétés.
Bien avant la plomberie moderne, les civilisations anciennes comprenaient l'importance de gérer les déchets humains pour préserver un environnement sain. L'un des premiers systèmes d'assainissement connus remonte à la civilisation de la vallée de l'Indus vers 2500 av. J.C. Des villes comme Mohenjo-Daro possédaient un réseau de drainage élaboré, des toilettes privées connectées à des égouts couverts, illustrant une compréhension avancée de l'hygiène. D'autres civilisations ont également apporté des contributions notables. En Égypte ancienne, on utilisait des toilettes en calcaire et des égouts rudimentaires. Les Grecs mirent en place des latrines publiques et des canalisations en terre cuite pour les eaux usées. Cependant, les Romains marquèrent une étape majeure avec leurs aqueducs et égouts, notamment la Cloaca Maxima à Rome. D'abord canal à ciel ouvert, elle devint un système fermé, évacuant efficacement les eaux usées urbaines. Leurs latrines publiques, utilisant l'eau courante, représentaient une amélioration significative en matière d'assainissement. La chute de l'Empire romain entraîna une régression. Au Moyen Âge, les progrès furent perdus et l'hygiène déclina fortement. Les déchets étaient souvent jetés dans les rues, les rivières ou des fosses, créant des conditions insalubres et favorisant les épidémies. La défécation à l'air libre et le manque d'hygiène contribuèrent à des maladies comme le choléra et la typhoïde. Seules certaines communautés religieuses maintinrent des latrines organisées. Malgré la croissance urbaine, l'absence de planification en matière d'assainissement aggrava les problèmes de santé publique pendant des siècles. Les XVIe et XVIIe siècles virent réapparaître des avancées. En 1596, Sir John Harington inventa des toilettes à chasse d'eau pour la reine Élisabeth I. Bien que peu diffusé, ce concept influença les développements futurs. La révolution industrielle accéléra l'urbanisation, rendant l'assainissement indispensable. Les dangers sanitaires liés aux déchets non traités devinrent évidents. En 1858, Londres subit la grande puanteur causée par l'accumulation de déchets dans la Tamise. Cette crise déclencha de grands travaux d'infrastructure. L'ingénieur Joseph Bazalgette conçut un réseau souterrain d'égouts qui transforma la santé publique et inspira le monde. Le développement des toilettes modernes accompagna les progrès de la plomberie et de l'accès à l'eau. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les toilettes à chasse d'eau devinrent courantes dans les foyers aisés. Des innovations comme le siphon de chasse et les cuvettes en porcelaine rendirent les toilettes plus propres et acceptables. Les villes investissaient alors dans des systèmes d'assainissement centralisés, connectant les habitations à des canalisations menant vers des sites de traitement ou d'élimination. Cette évolution réduisit l'usage des fosses septiques et permit une urbanisation plus saine. Au XXe siècle, les toilettes et les égouts intégrés devinrent une norme dans les infrastructures des zones urbaines. Les gouvernements imposèrent des réglementations exigeant une plomberie adéquate dans les constructions neuves. Les stations d'épuration modernisèrent leurs procédés en intégrant des traitements mécaniques et chimiques pour épurer les eaux avant rejet. De nouvelles toilettes, comme les modèles à faible débit ou à double chasse, permirent une meilleure gestion de l'eau. Dans les zones rurales, les fosses septiques restaient une solution efficace, tandis que les toilettes à compost ou sans chasse offraient des alternatives durables dans les régions pauvres en eau ou en infrastructure. Aujourd'hui, l'accès à des toilettes sûres est reconnu comme un droit humain fondamental, bien que des millions de personnes n'y aient toujours pas accès. Les gouvernements et organisations internationales travaillent à étendre les services sanitaires aux communautés mal desservies. Les toilettes modernes, qu'elles soient dans un gratte-ciel ou un village isolé, symbolisent bien plus que le confort. Elles sont essentielles à la santé publique et à la dignité humaine. L'évolution des toilettes et du système d'égout reflète le long chemin de l'humanité vers un assainissement efficace. Depuis les pratiques rudimentaires jusqu'aux technologies sophistiquées actuelles, cette progression a permis d'améliorer la vie quotidienne de milliards de personnes, soulignant le rôle fondamental de l'assainissement dans la santé, la sécurité et le développement. Télévision. La télévision est l'une des inventions les plus marquantes du XXe siècle. Elle a profondément transformé la manière dont les gens s'informent, se divertissent et perçoivent le monde. Fruit d'une longue évolution technique,
Elle est née de la convergence entre les progrès en électricité, en transmission radio et en images animées. Dès le XIXe siècle, l'idée de transmettre des images à distance fascinait les inventeurs. Ils ont exploré les moyens de combiner les ondes électromagnétiques avec les images pour créer un nouveau média. La première grande avancée technique fut réalisée par l'Allemand Paul Nipkow à la fin du XIXe siècle. Il conçut un système de balayage mécanique grâce à un disque rotatif percé de trous en spirale. Ce dispositif permettait de décomposer une image ligne par ligne et de la convertir en signal électrique. Bien que le disque de Nipkow ait jeté les bases de la télévision, il restait limité en vitesse et en définition. L'électronique allait offrir des solutions bien plus puissantes. Au début du XXe siècle, des inventeurs comme l'américain Philo Farnsworth et le russe Vladimir Zworykin jouèrent un rôle déterminant. Farnsworth réalisa en 1927 la première démonstration d'un système de télévision entièrement électronique, utilisant un dissecteur d'images pour transformer les images en signaux. De son côté, Zworykin développa l'iconoscope, un tube de caméra plus performant. Ces innovations rendirent la télévision électronique techniquement viable. Dans les années 1930, des émissions expérimentales furent lancées dans plusieurs pays. Les images, encore en noir et blanc, étaient captées et diffusées par des récepteurs spécifiques. La Seconde Guerre mondiale interrompit temporairement le développement, mais après le conflit, la production de téléviseurs s'accéléra. La télévision entra dans les foyers et les programmes commencèrent à se diversifier, mêlant information, spectacles, comédie et émissions en direct. Les années 1950 marquèrent l'entrée triomphale de la télévision dans les foyers, en particulier aux États-Unis. Elle devint un média central, réunissant les familles autour d'un même écran pour partager nouvelles, divertissements, sports ou événements culturels. Elle influença fortement l'opinion publique et modifia les habitudes sociales. Sa capacité à transmettre des images en temps réel contribua à rapprocher les spectateurs d'événements lointains. La couleur fit son apparition dans les années 1950 et se généralisa dans les années 1960. Elle améliora l'attrait de la télévision et élargit son public. Les chaînes investirent dans des contenus variés. Émissions pour enfants, documentaires, séries, jeux et variétés. Le petit écran devint un média universel, accessible à toutes les tranches d'âge et à tous les goûts. La télévision s'installa durablement dans le quotidien. Les innovations des années 1970 et 1980 enrichirent l'expérience télévisuelle. Les télécommandes offrirent un confort inédit. Le câble et les magnétoscopes donnèrent aux téléspectateurs plus de contrôle sur ce qu'ils regardaient et quand. La télévision par câble proposa une grande variété de chaînes spécialisées. Cinéma, musique, sport, actualité. Cette explosion de l'offre attira un public plus large et stimula la publicité. La fin du XXe siècle vit le basculement vers le numérique. La diffusion analogique fut progressivement remplacée par la diffusion numérique, offrant une image plus nette, un son de meilleure qualité et un usage plus efficace des fréquences. La haute définition, HD, devint la norme. Les téléviseurs à écran plat, LCD, plasma, remplacèrent les anciens tubes cathodiques, gagnant en compacité et en design. Au XXIe siècle, les téléviseurs connectés et les plateformes de streaming ont révolutionné la consommation télévisuelle. Les utilisateurs peuvent accéder à des contenus à la demande, depuis divers appareils, et personnaliser leur expérience. La télévision s'est intégrée à l'écosystème numérique mondial, tout en conservant son rôle de média central. Elle continue d'informer, de divertir et de relier les individus. L'histoire de la télévision illustre la capacité humaine à innover pour mieux communiquer. De la mécanique au numérique, elle a évolué en permanence, tout en accompagnant les grandes transformations sociales. Média de masse, reflet de la culture et miroir du monde,
La télévision reste un acteur clé de la société contemporaine. Son avenir s'annonce encore riche en innovations et en nouvelles formes de connexion. Poudre à canon. La poudre à canon est l'une des inventions les plus marquantes de l'histoire humaine, ayant profondément influencé la guerre, l'exploration et l'équilibre du pouvoir pendant des siècles. Ce mélange simple, composé de salpêtre, nitrate de potassium, de charbon de bois et de soufre, a permis l'exploitation de l'énergie chimique à des fins à la fois destructrices et pratiques. Son impact est immense, bien que ses composants soient connus depuis l'Antiquité. La poudre à canon a vu le jour en Chine sous la dynastie Tang au IXe siècle, lorsqu'une quête alchimique visant à créer un élixir d'immortalité a conduit à la découverte accidentelle d'une substance explosive. Les premiers textes chinois du IXe siècle documentent des mélanges capables de produire fumée, feu et explosion. Initialement utilisée pour les feux d'artifice et les signaux, la poudre à canon a rapidement montré un potentiel militaire. Dès le XIe siècle, les armées chinoises l'employaient dans des bombes, des lance-flammes et les premières armes à feu appelées lances à feu. Ces dispositifs, constitués de tubes remplis de poudre et de projectiles, marquèrent le début de la militarisation de la poudre à canon. Ce changement transforma la poudre d'une curiosité alchimique en outil stratégique. La technologie de la poudre à canon se propagea lentement vers l'ouest, notamment par la route de la soie. Elle atteignit le monde islamique, où des érudits traduisirent les textes chinois et raffinèrent les formules. À partir du XIIIe siècle, la poudre à canon fit son apparition en Europe. À partir de là, les armées européennes s'y intéressèrent activement et intégrèrent la poudre à leur arsenal. Bien que rudimentaire à ses débuts, cette technologie allait transformer en profondeur les pratiques militaires et l'organisation des armées. L'adoption de la poudre à canon s'accéléra à la fin du Moyen Âge. Les premiers canons furent développés, capables de détruire les murs épais des châteaux et forteresses, jusqu'alors considérés comme quasiment imprenables. L'apparition de l'artillerie lourde mit fin à l'efficacité des systèmes défensifs médiévaux. Cela provoqua une transformation de l'architecture militaire, les forteresses étant redessinées pour résister à l'impact des bombardements. L'émergence des armes à feu entraîna aussi le déclin de la chevalerie traditionnelle. Les armures, bien qu'imposantes, ne suffisaient plus contre les projectiles tirés par des armes à poudre. La poudre à canon joua un rôle essentiel dans la formation des empires modernes. Les États qui surent d'exploiter son potentiel obtinrent des avantages militaires décisifs. L'Empire ottoman, les Moghols en Inde et la dynastie Qing en Chine utilisèrent massivement la poudre pour affirmer leur pouvoir et étendre leur territoire. En Europe, les puissances développèrent des armées permanentes dotées d'armes à feu et les flottes maritimes furent équipées de canons, permettant aux empires coloniaux d'imposer leur influence à travers les mers. Ce nouveau type de guerre donna naissance à une ère d'expansion impériale, fondée sur la supériorité militaire liée à la poudre. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la fabrication de la poudre à canon s'industrialisa. Des moulins spécialisés en produisaient en grande quantité avec une qualité constante. Cette poudre ne servait plus uniquement à la guerre. Elle fut aussi utilisée dans des domaines civils. Dans l'exploitation minière, elle permettait de fracturer la roche. Dans les travaux publics, elle facilitait le percement de tunnels et le remodelage de terrains difficiles. Ainsi, la poudre à canon devint un outil de progrès économique et technique, soutenant l'essor industriel et le développement des infrastructures. Au XIXe siècle, de nouveaux explosifs plus puissants et plus stables, comme la nitroglycérine puis la dynamite, commencèrent à remplacer la poudre à canon dans de nombreuses applications. Ces substances offraient de meilleures performances pour les usages civils et militaires. Toutefois, la poudre à canon conserva un rôle dans certains contextes spécifiques, et elle est encore utilisée aujourd'hui dans les feux d'artifice, certaines armes traditionnelles et à des fins cérémonielles. L'histoire de la poudre à canon est celle d'une innovation qui a bouleversé l'ordre mondial. De ses origines chinoises à son expansion globale, elle a transformé la guerre, accéléré la chute de structures féodales
et favorisé la montée d'États puissants. Elle a redéfini les conflits et permis aux empires de naître, croître et dominer. Par son influence sur la technologie, la politique et l'économie, la poudre à canon reste l'une des inventions les plus déterminantes de l'histoire.